En Centrafrique, les candidats vont déjà à la rencontre des électeurs. La campagne pour la présidentielle et les législatives du 27 décembre a démarré. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a tenu son premier meeting ce samedi. Au Nigeria, les élèves dans le viseur des groupes armés, plusieurs apprenants ont été enlevés par des assaillants dans le nord du pays. Le président Muhammadu Buhari a réagi. Et puis en Éthiopie, le premier convoi humanitaire s'est rendu dans la région du Tigré au nord du pays. Une première depuis le début des combats le 4 novembre. Les urgences sur le terrain sont immenses. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Centrafrique, les candidats à l'élection présidentielle et aux législatives sont autorisés à charmer les électeurs. La campagne électorale a démarré ce samedi. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a tenu son premier meeting. Il apparaît comme le favori de cette élection. Ce pronostic quasi unanime chez les politologues et observateurs étrangers a été renforcé il y a une semaine par l'invalidation de la candidature de son plus grand rival, l'ex-président François Bozizé. La chute de ce dernier en 2013 a précipité ce pays dans un conflit qui a fait des milliers de morts et poussé plus du quart des habitants à fuir leur domicile. Le 27 décembre prochain, environ 1 800 000 électeurs seront appelés à désigner un président et 140 députés. Le second tour est prévu pour le 14 février. Le code électoral fixait l'ouverture de la campagne officielle à samedi pour les deux scrutins. Pour la présidentielle, 17 candidats sont en lice, dont le président sortant Faustin Archange Touadéra, élu par surprise au second tour en 2016. Il a tenu son premier meeting à Bangui, la capitale. En 4 ans, nous nous sommes investis pour relever le défi sécuritaire qui est le problème majeur de ce pays et progressivement, tout s'arrange. Le retour de la sécurité en Centrafrique nous concerne tous. Ma détermination et celle du gouvernement s'est traduite par la signature de l'accord de paix avec les groupes armés pour apporter la paix en Centrafrique. Ce bilan fait une claire référence à François Bozizé, putschiste récidiviste jusqu'à sa prise de pouvoir en 2003 et que le camp du sortant accuse de vouloir réitérer un coup de force. Parmi les 16 autres candidats figurent notamment 2 anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé. Et toujours au chapitre des élections à Madagascar, des élections sénatoriales, pouvant permettre au président André Rajoelina d'avoir la mainmise sur l'ensemble des leviers politiques dans le pays, se sont tenus en fin de semaine, mais l'opposition qui dénonce un non-respect des règles a boudé le scrutin. Selon les explications de l'ancien président Marc Ravalomanana, l'opposition malgache a décidé de ne pas participer aux élections sénatoriales car elles sont contraires aux dispositions légales en vigueur. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect par de grands électeurs. Ce collège électoral doit donc être au complet, c'est-à-dire que les maires, chefs de région, chefs des provinces doivent être élus, souligne-t-il. Or, les régionales et provinciales n'ont pas encore eu lieu. Le Sénat est actuellement dominé par l'opposition, tandis que le gouvernement, l'Assemblée et d'autres institutions sont dominées par le parti au pouvoir. Ce vendredi, seuls les maires et élus municipaux, la plupart issus du parti au pouvoir, votaient sous haute surveillance policière dans un bureau de la capitale. Nous avons répété qu'il faut d'abord élire les grands électeurs, mais la Haute Cour constitutionnelle a dit non, on peut déroger aux règles, a dit l'actuel président du Sénat, Rivo Rakotovao. La Haute Cour constitutionnelle avait défendu la nécessité d'éviter un vide institutionnel à l'expiration du mandat actuel du Sénat. Lors de la campagne présidentielle de 2019, le président André Rajoelina avait promis de supprimer le Sénat qui figure pourtant dans la Constitution, qu'il a fait voter par référendum en 2010. Mais il a finalement décidé de réduire le nombre de sénateurs, le passant de 63 à 18, 12 élus, les 6 autres désignés par lui. Selon la commission électorale, les résultats provisoires de ces élections sénatoriales devraient être connus avant Noël.
L'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a fait une réapparition publique dans son fief minier du Katanga, situé donc dans le sud du pays, en fin de semaine, au lendemain de sérieux échecs de son camp au Parlement face à l'actuel président Félix Tshisekedi. Joseph Kabila a été accueilli par ses partisans à sa descente d'avion à Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt et grand réservoir africain de cuivre. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour un meeting, je suis juste venu vous saluer, a déclaré en Swahili l'ex-homme fort de la RD Congo pendant 18 ans qui n'avait jamais pris la parole en public depuis son départ du pouvoir. Lundi, ses partisans du Front commun pour le Congo, FCC, l'ont invité à livrer sa part de vérité sur la crise politique au sommet de l'État. Dimanche, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé la fin de leur coalition au pouvoir. Tshisekedi avait ajouté qu'il souhaitait une nouvelle majorité d'union sacrée à l'Assemblée. Dans la foulée, les partisans de Tshisekedi à l'Assemblée ont obtenu la destitution de la présidente pro-Kabila de l'Assemblée, Janine Mabunda, lors d'un vote jeudi. Le FCC a perdu une bataille importante, mais son combat pour la préservation des acquis démocratiques, de l'unité nationale et de la stabilité en vue de l'émergence du pays est loin de s'arrêter, a indiqué le FCC sur Twitter. Ce vote fragilise la position du Premier ministre Sylvestre Ilunga, membre du FCC pro-Kabila, comme les 2/3 des membres de son gouvernement. Les amis de Kabila restent majoritaires au Sénat. Proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, le président Tshisekedi gouvernait depuis janvier 2019 en coalition avec les forces de son prédécesseur, majoritaire à l'Assemblée et au Sénat, en vertu d'un accord secret. Au Nigeria, c'est une scène qui est devenue fréquente. Des hommes armés ont attaqué un établissement d'enseignement secondaire dans l'est de Katsina. Nous sommes au nord du pays. Les assaillants ont enlevé plusieurs élèves. Le président Muhammadu Buhari a réagi à cette attaque. Vendredi soir, les bandits sont arrivés à moto en tirant par intermittence et ont tenté d'entrer dans l'école gouvernementale à Kankara, a déclaré le porte-parole de la police de l'État, Issa Gambo. Les policiers les ont repoussés avec l'aide de l'armée au terme d'une fusillade d'1h30, a-t-il ajouté, sans faire état de blessés, précisant que quelques 200 d'entre eux qui avaient pris la fuite étaient rentrés samedi matin. Des habitants ont rapporté des enlèvements d'élèves, se comptant en dizaines, selon les médias locaux. Les ravisseurs ont affronté le personnel de sécurité. Pendant ce temps, un autre groupe est entré dans l'école et a enlevé plusieurs élèves. Le président Muhammadu Buhari a condamné samedi l'attaque menée par des lâches et visant des enfants innocents. Il a promis de renforcer la sécurité dans les écoles. Des bandes armées, parfois fortes de plusieurs centaines de membres, sèment la terreur depuis plusieurs années dans les zones rurales du centre et du nord du Nigeria, pratiquant à grande échelle le vol de bétail et les enlèvements contre rançon. En août dernier, des hommes armés avaient enlevé en pleine classe une enseignante avec plusieurs de ses élèves dans l'état voisin de Kaduna. Les otages avaient ensuite été relâchés, mais l'éventuel versement d'une rançon n'a pas été révélé. Une note de justice à présent, la Cour internationale de justice a tranché en faveur de Paris dans le bras de fer juridique qui l'opposait à Malabo, la Guinée équatoriale, ce autour de l'affaire dite des biens mal acquis impliquant le fils du président équato-guinéen. Voici cela dans ces éléments. Pour l'ensemble de ces motifs, la Cour conclut que l'immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris n'a jamais acquis le statut de locaux de la mission au sens de la ligne I de l'article 1er de la Convention. Le pays d'Afrique centrale avait traîné la France devant la CIJ, plus haute juridiction des Nations Unies, après une descente en 2012 de la police française dans une luxueuse propriété de Paris, dans le cadre d'une enquête visant Théodorine Obiang, fils du président Théodoro Obiang Nguema et vice-président chargé notamment de la défense et de la sécurité de son pays. La propriété d'une valeur de 107 millions d'euros se situe dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale française. Les autorités françaises l'avaient saisie au même titre que plusieurs voitures de luxe. Le bâtiment dispose d'un cinéma, d'une discothèque, d'un spa et de robinets en or et serait l'ambassade équato-guinéenne en France, selon Malabo, estimant qu'en vertu de la Convention de Vienne, l'intervention de la police française est illégale. La Cour estime que la France a objecté à la désignation par la Guinée équatoriale de l'immeuble
comme locaux de sa mission diplomatique en temps voulu et que cette objection n'avait ni un caractère arbitraire ni discriminatoire. Théodorine Obiang est réputée pour son goût prononcé pour les objets de collection liés au chanteur Michael Jackson, les fêtes, les voitures, les costumes de luxe, tout comme les bijoux, les yachts et la compagne de stars du hip-hop. L'homme de 52 ans est le fils aîné du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema qui détient le record de longévité au pouvoir en Afrique. Et puis à présent, en bref et en image, c'est une première depuis le début du conflit au Tigré, au nord de l'Éthiopie. Un convoi d'aide humanitaire est arrivé samedi à Mekele, capitale de la région. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, avait lancé cette opération le 4 novembre dernier pour chasser les dirigeants de la région issus du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, après des mois de tension, et a donc annoncé le 28 novembre dernier la prise de Mekele, la capitale, et la fin des combats. La communauté internationale réclame notamment un accès au Tigré coupé, j'allais dire, du monde depuis le début de l'opération pour y acheminer de l'aide. Avant même le début du conflit, 600 000 habitants, dont 96 000 réfugiés érythréens, étaient totalement dépendants de l'aide humanitaire. Un convoi de 7 camions de la Croix-Rouge est donc arrivé samedi à Mekele, a indiqué le comité international de la Croix-Rouge. Le convoi transportait notamment des médicaments et du matériel médical pour soigner plus de 400 blessés ainsi que des articles pour le traitement des maladies courantes et chroniques. Aux États-Unis, à présent, Donald Trump, lui, encaisse un nouveau rejet de son recours formulé en invalidation des résultats de la présidentielle du 3 novembre dernier. La Cour suprême des États-Unis a refusé de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas qui visait à annuler sa défaite. Faute d'éléments tangibles pour étayer les accusations de fraude massive, la cinquantaine de plaintes déposées par les alliés de Donald Trump à travers les États-Unis ont toutes, à une exception près, été rejetées par les tribunaux ou abandonnées. Après ces échecs et un premier revers devant la Cour suprême, les autorités texanes avaient déposé ce mardi un recours qui faisait figure d'opération de la dernière chance demandant l'annulation des résultats des 4 États clés remportés par Joe Biden, à savoir Pennsylvanie, Géorgie, Michigan et Wisconsin, au motif que, selon elle, les autorités locales avaient violé les lois électorales en étendant l'usage du vote par correspondance. Les 9 sages de la Cour, dont 3 nommés par le président républicain, ont estimé dans une courte décision que le Texas n'était pas en droit de se mêler de l'organisation des élections dans les autres États. Donald Trump a accusé les juges de n'avoir fait preuve ni de sagesse ni de courage. Des réactions se font enregistrer dans le camp Trump, fustigeant la décision. Plus de 120 élus républicains du Congrès s'étaient associés formellement à la démarche, pourtant très critiquée par les experts en droit. Alors que les grands électeurs doivent se retrouver lundi prochain pour enregistrer leur vote, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite face au démocrate Joe Biden et assure que l'élection lui a été volée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.